Radio Ado. Une radio faite pour les ados et par des ados. Des débats, des discussions et des questions. On va parler de tous les sujets, politique, droit et santé. Mais il y a aussi des buzz. Nous allons débattre, informer, donner des infos. C'est la radio d'ado qui donne des infos. Radio Ado. Avec notre classe de 6e, nous avons visité les plateaux d'Églières et nous en avons appris plus sur le sujet de résistance. Aujourd'hui, nous vous proposons d'en parler sous différentes formes avec notre émission radio. Bonjour, nous allons vous présenter l'histoire de deux résistantes qui ont vécu dans notre région pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, voici quelques repères historiques. Depuis septembre 1943, la Haute-Savoie est occupée par l'Allemagne nazie, tout comme le reste de la France. 400 personnes d'origine juive seront arrêtées dans le département et déportées à Auschwitz où elles seront gazées. La résistance est très importante dans le département. L'action principale a lieu au plateau d'Églières. Près de 900 résistants ont été déportés, environ 450 ne sont pas revenus. Le 18 août 1944, la ville de Gaillard est libérée. La Haute-Savoie est le premier département français à s'être libéré par ses propres forces de la résistance. Maintenant, nous allons vous parler de Marianne Cohn. Marianne Cohn est née le 17 septembre 1922 à Mannheim, en Allemagne. Et elle est morte le 8 juillet 1944 en Haute-Savoie, à Annemasse. Marianne Cohn s'est occupée d'enfants juifs menacés de déportation. Elle a été incarcérée à Nice en 1943, puis relâchée après 3 mois d'emprisonnement. Pendant cette incarcération, elle a écrit le poème « Je travaillerai demain ». En Haute-Savoie, elle fait passer toutes les semaines 2 ou 3 groupes d'une vingtaine d'enfants en Suisse. Voici enfin quelques informations sur Irène Gubier. Irène Gubier est née le 25 mai 1897 à Haber-Lulin et elle est morte le 26 avril 1995 à l'âge de 97 ans à Rambilly. Irène Gubier a aidé le réseau Gilbert du colonel Groussard pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a fait passer des personnes pourchassées par les nazis en Suisse parce que la Suisse était un pays neutre. Elle a pu le faire grâce à sa maison située à Gaillard à la frontière entre la France et la Suisse. Irène Gubier a volontairement protégé les Juifs pendant une guerre entière, ce qui montre son engagement contre les nazis. Elle a fait ça pour la résistance et pour que des enfants ne meurent pas. La maison d'Irène Gubier peut être visitée. La maison servait de passage pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous vous promenez dans Gaillard, vers la donne de Moussuleuse, au bord de la petite rivière du Chauron, je peux vous décrire la maison. Elle est grande avec une plaque accrochée au mur où il y est écrit « Dans cette maison, important lieu de passage ». S'illustra de 1940 à 1944. Irène Gubier, lieutenant des forces françaises combattantes, officier de la Légion d'honneur. Arrêtée le 20 janvier 1944, elle fut déportée au camp de concentration de Ravensbrück. Il y a de petits escaliers avant de passer la porte. La porte est verte. La maison est située à côté d'un parking. Il existe même une esplanade Irène Gubier tout près de sa maison. Merci de nous avoir écoutés. À présent, nous allons écouter le groupe de Émilie, Lorissa, Fadila et Faiza qui vont vous parler des guerres dans le monde. Les guerres côté civil. De nos jours, il y a malheureusement encore beaucoup de guerres dans le monde. Et souvent, les victimes sont les gens ordinaires, innocents et les civils. Nous allons expliquer dans cette partie comment les guerres ont commencé et l'histoire de celles-ci vécues par les populations. La guerre entre le Kosovo et la Serbie. La guerre au Kosovo a commencé le 28 février 1998, après une attaque yougoslave jusqu'au 11 juillet 1999. La guerre a eu lieu entre les forces de la République fédérale de Yougoslavie et l'armée de libération du Kosovo, avec le soutien aérien de l'OTAN et de l'armée albanaise. L'OTAN veut dire Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Au cours de cette guerre, 800 000 personnes ont été chassées de leur territoire. 15 000 personnes ont été tuées, dont environ 2400 étaient des combattants de l'UÇK et le reste étaient des citoyens ou des civils. L'UÇK est l'armée de libération du Kosovo. Les disparus pendant la guerre au Kosovo comptaient environ 6 000 personnes et 1653 personnes sont restées portées disparues.
Voici la déclaration d'une personne originaire du Kosovo. La Serbie a voulu prendre notre pays pour en finir. Ils nous ont attaqués, mais le président de l'Amérique a dit à la Serbie de vite partir, sinon ils allaient bombarder la Serbie. Alors ils sont partis. Les Américains nous ont aidés car on avait beaucoup d'or. Ils nous ont même donné du lait pour les bébés, des boissons, des produits alimentaires, nourriture, etc. L'histoire de ma mère. J'ai choisi de vous parler d'elle car dans sa jeunesse, ma mère a vécu la guerre du Kosovo. Ma mère raconte qu'en 1998, lorsqu'elle avait 8 ans, sa mère, ses 4 frères et sœurs et sa grand-mère ont été forcés de quitter leur domicile par les forces serbes. Ensemble, ils ont dû traverser toute la ville pour aller se réfugier chez sa tante. Ils sont tous restés là pendant 10 jours. 45 personnes étaient réfugiées avec eux dans la cave. Ma mère raconte que pendant ces 10 jours, ils ont entendu les explosions et les bombardements incessants. C'était une très grande peur. Puis ils ont quitté ce refuge, craignant d'être tous tués. Pour échapper à la mort, ils se sont rendus à la gare où se trouvaient des milliers de soldats. Ma mère raconte que le train était tellement bondé que même les enfants ne pouvaient pas bouger. Ils ont tous quitté leur pays et ils se sont réfugiés en Macédoine. Ma mère raconte qu'ils ont passé de très bons moments là-bas et que les gens étaient sympathiques et au grand cœur et qu'ils y ont vécu jusqu'à la fin de la guerre du Kosovo. Elle explique aussi que lorsqu'ils sont retournés dans son village au Kosovo en 1999, la majeure partie de la maison avait été sauvée car l'armée serbe l'avait utilisée comme camp de base. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Vous savez pourquoi le conflit entre la Russie et l'Ukraine a commencé ? La Russie a annoncé la guerre contre l'Ukraine le 24 février en attaquant le pays et en le bombardant. Pourquoi ? Car la Russie ne veut pas que son voisin s'allie avec ses voisins de l'Europe. Les Ukrainiens ont pris les armes pour se protéger. Ils ont saisi la communauté internationale et demandent des condamnations contre la Russie. D'après le journal Le Monde des ados, la Russie a touché l'Ukraine il y a 2 ans. Ils ont commencé à attaquer et cela continue encore. Beaucoup de civils ont été tués ou blessés et la moitié de la population n'a pas pu s'échapper lors des bombardements. Aujourd'hui, il y a énormément de villes ukrainiennes qui ont été détruites. La guerre entre la Palestine et Israël. D'après le journal France Info, les civils de la bande de Gaza se sont déplacés à Rafah en février 2024. Plus d'1,5 million de civils palestiniens se sont déplacés au sud à Rafah. Ils s'attendent à pire depuis que le ministre israélien a déclaré à son armée de réaliser une offensive. Une civile affirme que les gens ici sont déprimés et ils souffrent parce qu'ils ont tout perdu, raconte Diana Al-Bukhari. On entend sans arrêt le son des bombardements et chaque jour, ça se rapproche un peu plus. Rafah se situe au sud de la bande de Gaza, à la frontière entre la Palestine et l'Égypte. Le Kosovo s'est déclaré pays indépendant le 17 février 2008. Il a fait la guerre avec la Serbie dans les années 90, car le Kosovo est la proie de fortes tensions provoquées par l'élection des maires albanais dans des localités à majorité serbe. Les minorités serbes refusent de reconnaître l'autorité du gouvernement kosovar. Les heurts ont éclaté dans le nord du pays, blessant une trentaine de soldats de l'OTAN. La guerre a causé plus de 13 000 morts et disparus et a eu lieu de 6 mars 1988 au 10 juin 1999. La guerre du Kosovo prend fin en 1999 après un traité de paix entre l'OTAN et les autres pays. Cela a beaucoup touché les habitants qui ont fui sous la peur. Ils ont détruit des maisons en 2008. 10 ans après la guerre, le Kosovo se déclare comme un pays indépendant de la Serbie, mais n'est pas encore reconnu par toutes les nations du monde encore aujourd'hui. De nos jours, le pays s'est reconstruit, mais on peut encore trouver des traces de la guerre, des endroits détruits, des mémorials, des tombes et des statues en mémoire des disparus et des mémoires. Mais mon préféré en albanais, Zemër, ça veut dire cœur. Te doa, ça veut dire je t'aime. Mirdita, ça veut dire bonjour. Uliem, mon étoile. Detenemir, au revoir. Le Gilan est une ville du Kosovo peuplée de 103 675 habitants, très animée autant le jour que la nuit. Après avoir parlé de toutes ces guerres, on se rend compte que les personnes qui souffrent le plus sont la famille et la population. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, à présent, nous allons vous parler de l'esclavage présenté par Oswin, Ilyes et André Yanis.
Bonjour à tous et à toutes, nous sommes des élèves de 6e du collège Jacques Prévert de Gaillard. Aujourd'hui, nous allons vous présenter plusieurs personnalités célèbres qui ont joué un rôle dans l'abolition de l'esclavage. Après cela, nous aurons la chance d'écouter l'interview d'un des professeurs d'histoire-géographie du collège pour répondre à 5 questions sur l'esclavage. Victor Schœlcher. La Deuxième République a aboli l'esclavage grâce à Victor Schœlcher, 1804-1893, en 1848. Ce républicain américain est devenu sous-secrétaire dans la marine et aux colonies dans le gouvernement provisoire en février 1848. Ami de grands compositeurs romantiques comme Liszt et Berlioz, comme c'est un grand voyageur, il publie des textes sur les pays qu'il visite. Plus tard, il s'attaque aux droits des esclaves dès 1840, après avoir voyagé en Amérique et aux Antilles. L'abolition de l'esclavage est son grand combat avec l'abolition de la peine de mort et la reconnaissance du droit des femmes. Frédéric Douglass. Frédéric Douglass est né en 1817 et mort le 20 février 1895. Il était un militant contre l'esclavage. Il publie vers 27 ans un récit poignant qui demande d'arrêter l'esclavage aux États-Unis. Il était devenu esclave à l'âge de 8 ans et il s'enfuit à l'âge de 20 ans. Harriet Tubman est née dans une famille d'esclaves. Elle se tenait devant une épicerie quand un homme noir passe devant elle. En courant, il était aussi poursuivi par un homme blanc, qui a crié « Arrêtez-le, c'est mon esclave ». Elle a tout regardé sans bouger. Elle avait 2 ans. Elle était esclave. L'homme blanc a lancé un objet métallique. Ça l'a touchée à la tête. Elle a été blessée. Ses cheveux l'ont protégée. Elle n'a jamais peigné ses cheveux et est restée comme un panier d'osier. Maintenant, nous allons poser quelques questions à Monsieur Rattel, notre prof d'histoire-géographie. Qu'est-ce qu'un esclave ? Un esclave est une personne qui n'a pas de droit politique, qui n'est pas libre et qui est souvent exploitée pour sa force de travail. Est-ce que l'esclavage existe encore ? Alors l'esclavage n'existe plus dans sa forme dans laquelle il a pu exister au siècle précédent, mais il existe des formes d'esclavage moderne, si on peut le dire comme ça. On peut prendre l'exemple des travailleurs au Qatar qui étaient rémunérés pour leur travail, donc qui ne sont pas des esclaves. Cependant, on leur prenait leur passeport, ils n'étaient pas libres de circuler et de repartir, et ils étaient souvent payés d'ailleurs un salaire qui était extrêmement bas. Que peut-on faire pour abolir définitivement l'esclavage ? Alors l'idée qui est poursuivie depuis un certain nombre d'années, en fait plus d'un siècle, pour essayer de limiter ces formes d'esclavage, c'est de diffuser les droits de l'homme partout dans le monde, bien que ce soit évidemment compliqué d'imposer à certains pays des normes qui ne sont pas les leurs depuis quelques années. Combien d'esclaves ont été victimes de la traite atlantique ? Alors sur l'ensemble de la période de l'esclavagisme, on compte environ, ce sont des chiffres qui sont compliqués à établir, mais environ 12 millions d'esclaves avec un pic et un maximum qui a été atteint au XVIIIe siècle avec environ 8 millions d'esclaves qui étaient transportés, notamment d'Afrique, vers les Amériques. Quel pays pratiquait l'esclavage ? Alors de nombreux pays pratiquaient l'esclavage, ça dépend quel type d'esclavage évidemment, principalement les puissances européennes sur le continent asiatique et africain, mais ça peut être le cas aussi d'autres tribus en Afrique, qu'elles soient d'Afrique noire ou des peuples arabes. Merci à Monsieur Rattel de nous avoir accordé de son temps pour répondre à ces questions. C'était Oswin, Ilyes et André. Maintenant, nous allons parler de l'histoire des grèves en France et des professeurs dans le sujet de Meïssa, Adja, Amira et Maria. Les grèves en France. Le mot grève vient de la place de Grève à Paris qui était un espace d'exécution publique durant 5 siècles. Du XIVe siècle au XIXe siècle, la foule s'empressait d'y assister. Plus la torture était effroyable, plus la foule se divertissait. Le sort réservé aux suppliciés, une personne qui subit une douleur corporelle extrêmement douloureuse, dépendait de son péché. C'est quoi la grève ? Les droits des grèves datent de 1864. La grève est une action collective depuis le 19e siècle. Les années 1800 est une cessation concertée du travail par des salariés, c'est-à-dire mettre fin au travail pour protester. Le but de la grève est d'obtenir quelque chose de meilleur, conditions de travail, droits de retraite, salaire, etc. Les grèves des années 30. Les salariés français ont fait grève pour protester contre les conditions de travail à l'époque et demander des congés payés ainsi que la journée de 8 heures. Pourtant, ce qui s'est joué en mai-juin 1936 nous échappe encore en partie. Ils ont obtenu le respect des droits des syndicats, les congés payés, la journée de 8 heures des délégués d'entreprise. Mouvement de mai 1968. Pendant le mois mai 1968 se déroule une grève générale et sauvage. Tout commence pendant le printemps 1968.
qui est chamboulé par une grève des étudiants. Mai 68 est d'abord un mouvement de révolte de la jeunesse sans précédent, né du malaise latin au sein de l'université française. La grève commence le 3 mai et finit à la fin du mois, la conjonction d'une grève étudiante ponctuée de manifestations de masse et d'affrontements. Dans le quartier latin, entre enseignants et policiers, 9 millions de personnes manifestent pour leurs droits, plus de liberté et plus d'égalité. À présent, nous allons parler des grèves actuelles en posant des questions à notre professeur. Pourquoi les profs font la grève ? Les profs font la grève le plus souvent pour les conditions de travail ou les programmes des élèves et aussi le salaire. Est-ce que les profs sont payés quand ils font la grève ? Non, sauf pour les infirmières qui travaillent mais qui peuvent mettre des brassards pour montrer qu'ils sont d'accord pour la grève. Est-ce que les profs ont le droit de venir devant le collège pour faire grève ? Oui, mais ils n'ont pas le droit de bloquer le passage et de distribuer des pancartes. Comment se déroule une grève entre profs ? Chacun peut faire de son côté ou sinon les profs demandent 1 heure de cours où ils n'enseignent pas et font la grève. Est-ce que vous êtes obligé de faire la grève ? Non, chacun a la liberté de choisir. J'espère que nous vous avons appris plus sur la grève. C'est une forme de résistance. Nous allons passer à l'harcèlement. Dans ce groupe qui parle de ce sujet, avec Delia, Nouran et Remzi. Bonjour, nous sommes 3 élèves de 6e du collège Jacques Prévert. Nous allons vous présenter une chronique sur le harcèlement car c'est un thème d'actualité. Premièrement, qu'est-ce que le harcèlement ? Le harcèlement constitue une répétition d'agissements dans le but de nuire physiquement ou psychologiquement à une victime. Il existe le cyberharcèlement, c'est un acte agressif répété par un ou plusieurs individus via les réseaux sociaux comme TikTok, Instagram, etc. Par exemple, divulguer des photos ou vidéos d'une personne sans son consentement. Il existe aussi le harcèlement moral. C'est un comportement abusif et répété qui atteint la santé d'une personne. Par exemple, répéter des rumeurs, des insultes, des critiques qui humilient la victime. Les personnes qui se font harceler le sont parfois par rapport à leur habit, leur couleur de peau, leur origine ou leur religion. Il y a également le harcèlement physique. D'après le livre « Le harcèlement, un inventaire pour ne plus se taire », écrit par Maria Frade, la violence physique due au harcèlement ne se traduit pas forcément par des coups engendrant une douleur physique. Il s'agit d'une intrusion dans ce qui nous constitue très concrètement notre corps. Le harcèlement peut provoquer de l'anxiété, du stress, des troubles du sommeil. Lorsqu'il s'agit de harcèlement scolaire, les élèves n'ont plus envie d'aller à l'école et peuvent donc être en échec scolaire. D'après un chercheur psychologue norvégien qui a beaucoup travaillé sur le sujet, un enfant victime de harcèlement scolaire risque 4 fois plus qu'un autre de faire une tentative de suicide à l'adolescence. Mais il existe des solutions. On peut en parler à des proches. Il y a aussi un numéro gratuit où on peut se confier ses problèmes. Le 3018, c'est une plateforme d'écoute destinée aux victimes et aux parents. Merci d'avoir écouté l'émission sur la résistance.